Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet instant canopé consacré aux stéréotypes de genre. Nous sommes ravis de voir que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui à nous avoir rejoints à la librairie Canopée. Je vais en profiter avant de présenter mon directeur général et Claude Roiron pour remercier les équipes techniques qui sont là avec nous pour cette captation. Odile, qui est la directrice de la librairie Canopée, et ma collègue Muriel Misplon, qui est directrice territoriale des Hauts-de-France. Je remercie aussi Isabelle de Mecquenem, qui s'est joint à nous et qui fait partie du Conseil des sages. Et donc, nous avons aujourd'hui à ma droite Samuel Vittel, qui est directeur général de Réseau Canopée, et Claude Roiron, haute fonctionnaire à l'égalité filles-garçons auprès du ministre de l'Éducation nationale. Et je vais laisser pour l'instant la parole à Samuel. Bonjour à toutes et tous. J'aurais préféré avoir un tous avec un grand S. Je vois qu'on est un peu seul. Bon, ça montre à quel point effectivement on a encore beaucoup à faire sur ce sujet-là. En tout cas, je suis ravi, cher Claude, de t'accueillir aujourd'hui en cette veille du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, sur un sujet aussi important que celui-ci, les stéréotypes de genre, notamment parce qu'il y a beaucoup à faire à l'école. Les chiffres nous le rappellent quotidiennement. On a encore une note parue cette semaine de l'ADEPE qui met en avant effectivement, notamment sur la question de l'engagement des filles dans les sciences, une marge de progrès relativement importante. Les filles ont des meilleurs résultats à l'entrée en CP en français et en maths. Et dès le CE1, elles perdent cet avantage en maths. Et on voit effectivement plus tard dans le parcours, notamment au lycée et dans l'enseignement sup, que l'investissement dans les sciences est beaucoup moins important que chez les garçons, que ce soit dans le cadre des enseignements de spécialité à l'entrée en première ou dans les choix qui sont faits à la terminale, et puis après dans les choix d'orientation, effectivement, dans l'enseignement supérieur. Donc, voilà, beaucoup d'enjeux pour nous, beaucoup de choses, je pense, à partager pour essayer de faire évoluer les choses, aussi bien du côté des acteurs éducatifs que sont les enseignantes et les enseignants, bien évidemment, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème avec les familles, les acteurs qui nous accompagnent au quotidien dans le travail que l'on mène auprès de la jeunesse. Donc, merci beaucoup, cher Claude, de partager avec nous ton engagement, ton expertise et ton expérience sur le sujet. Je profite également pour remercier chaleureusement et Madame la directrice de la librairie qui fait vivre effectivement ces espaces, ce dispositif, ou en tout cas ces rencontres Instant Canopé, et qui propose très régulièrement effectivement nombre de sujets sur lesquels on est tous et toutes particulièrement attentifs. Et puis merci beaucoup, chère Anne, directrice territoriale du réseau Canopé Occitanie, qui est à l'origine, à la manœuvre sur cet instant Canopé en particulier et sur cette thématique effectivement de l'égalité filles-garçons. Donc merci beaucoup. Je laisse la parole à Claude. Donc, Claude, voilà, ce que je vous propose, c'est que peut-être vous commenciez par définir votre mission. En fait, vous êtes haute fonctionnaire à l'égalité. Quel est le rôle d'une haute fonctionnaire? Quelles sont vos missions et les sujets, en effet, qui vous préoccupent et comment vous agissez auprès des établissements? J'ai un micro, donc je ne vais pas prendre celui de ma voisine. D'abord, moi aussi, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus à notre rencontre en ce bel après-midi ensoleillé du mois de mars. Bien sûr, remercier, cher Samuel, te remercier en ta qualité de directeur et de remercier tes équipes pour ce que Canopé fait en tant qu'opérateur au sein du ministère de l'Éducation nationale. Remercier bien sûr Anne qui a organisé cet instant Canopé. Remercier la directrice de la librairie qui est au fond, qui nous accueille aujourd'hui. Et puis saluer amicalement ma voisine de bureau, Isabelle de Mecquenem, qui est membre du Conseil des sages. Et puis bien sûr Muriel Misplon, qui fut ma collègue dans les Hauts-de-France il y a déjà quelques temps. Voilà. Quelles sont mes missions? Donc moi, je suis haute fonctionnaire à l'égalité filles-garçons du ministère de l'Éducation nationale. Donc moi, mon travail, c'est de proposer des politiques publiques au ministre, à son cabinet, en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons.
et évidemment de les rendre possibles, de les accompagner sur le terrain, de faire de la formation auprès dans l'ensemble de nos personnels, particulièrement auprès de nos cadres, mais maintenant il faut qu'on franchisse une étape et qu'on travaille davantage en direction de nos enseignants pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs et puis les nouvelles politiques dont on va parler cet après-midi qui favorisent l'égalité entre les filles et les garçons. Voilà, donc ça, c'est mon travail. En gros, c'est plusieurs orientations dans ma lettre de mission. Donc, d'abord, les questions de lutte contre toutes les formes de discrimination sexiste et sexuelle. La question, bien sûr, de la réduction des stéréotypes de genre et du développement d'une véritable culture de l'égalité. Bien évidemment, la question très importante de l'orientation des élèves, les choix d'orientation des élèves qui sont encore très genrés, comme on le verra tout à l'heure. Et puis, évidemment, toutes les questions qui tournent autour de la prévention, par exemple. Bon, on a beaucoup travaillé sur les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Bien évidemment, c'est un long cheminement dont on pourra d'ailleurs reparler si vous le souhaitez. Et bien sûr, d'assurer le travail partenarial avec les autres ministères, parce que beaucoup de ministères concourent au sein de l'éducation nationale à la mise en œuvre de cette politique d'éducation. Et puis bien sûr, le partenariat avec les organismes, les associations, etc., qui est absolument indispensable pour ce sujet, qui est un sujet très complexe dans l'éducation nationale et dont, évidemment, je vais vous présenter les grands axes dans ce qui m'a été demandé sur l'impact des stéréotypes de genre et dont nous pourrons, après cette première présentation, échanger librement sur l'ensemble des questions qui vous intéressent. Merci Claude pour cette introduction. Donc, l'égalité filles-garçons, la lutte contre les stéréotypes, comme toute politique publique s'inscrit dans une histoire, celle de l'école bien entendu. Peut-être que vous allez nous dire quelques mots justement sur cette histoire, d'où nous partons, où nous en sommes et où nous allons. Je pense que c'est tout à fait nécessaire, chère Anne, de pouvoir refaire une petite mise en perspective historique pour bien comprendre que la question de l'égalité entre les filles et les garçons, qui est pourtant une question essentielle, une question démocratique majeure, qui est bien sûr au cœur des préoccupations de cette société du début du XXIe siècle. C'est une question qui n'est pas dans l'ADN de l'éducation nationale. Et c'est pour ça que c'est si difficile de l'y faire entrer. Quand on regarde l'histoire de l'éducation nationale s'est construite d'abord sur le principe de la séparation entre les filles et les garçons, puisque le modèle de l'éducation nationale, c'est l'enseignement séparé des congrégations religieuses. Je fais simple, mais c'est très important de bien comprendre ça. Nous-mêmes, le récit historique de la création de notre institution scolaire au XIXe siècle montre clairement, je vais vous donner un exemple que vous allez tout de suite comprendre, au XIXe siècle, les Français se targuent qu'ils furent les premiers à mettre en œuvre le suffrage universel en 1848. Le suffrage universel a été mis en œuvre en 1848, certes, mais il n'a pas été universel, puisque l'une des les plus grandes absences, c'était les femmes. Vous savez très bien que la France a été un pays assez en retard pour permettre aux femmes de voter. Le droit des femmes leur fut accordé en 1944 pour un premier vote en 1945. Donc vous voyez bien, il s'est écoulé plus d'une période de 100 ans dans laquelle l'histoire de l'école s'est construite et pour laquelle la question de l'égalité entre les filles et les garçons n'a pas été posée comme un sujet institutionnel et comme un sujet pédagogique. Je voudrais vous donner quand même quelques dates pour que vous puissiez bien comprendre d'où l'on part. On a en gros au XIXe siècle deux grandes dates qu'il faut retenir, bien sûr, pour cette question de l'égalité entre les filles et les garçons au sein de l'institution scolaire. C'est la loi du Rhuys, qui, en 1867, oblige les communes de plus de 500 habitants à avoir une école de filles. Avant, il y avait eu la loi Paul-Louis-Courier, aux alentours de 1830, si je ne m'abuse, qui obligeait les communes de plus de 800 habitants à avoir
une école de filles. Donc là, on abaisse à 500 habitants. Donc ça permet de généraliser l'enseignement, l'éducation des filles, l'enseignement aux filles, enseignement séparé, bien évidemment. Et puis, bien sûr, la loi que vous connaissez, la loi Camissé de 1880, qui crée l'enseignement secondaire pour les filles, alors qu'il existait pour les garçons. Et vous savez qu'il a encore fallu attendre 1924, ce qu'on appelle le décret Bérard de mars 1924, pour uniformiser les programmes entre les filles et les garçons et créer le baccalauréat pour les filles, parce que les filles passaient avant un brevet, pas un baccalauréat. On connaît peu ce Bérard en question, qui fut ministre de l'Éducation 2 ans, je crois, parce que c'est quelqu'un qui, après, a été un collaborateur et donc il est passé aux trappes de l'histoire, à la trappe de l'histoire. Mais néanmoins, le décret Bérard permet l'uniformisation des programmes et l'accès des filles au baccalauréat, même si c'est un accès très limité, naturellement, en nombre. 3 dates qu'il faut quand même retenir pour le XXe siècle, qui sont plus près de nous. La loi Berthoin, qui en 1959 crée les premiers collèges mixtes, non pas pour des questions d'idéologie, non pas pour des questions d'égalité, mais parce qu'on est sous la pression démographique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qu'on ne peut plus construire des collèges, un collège pour les garçons, un collège pour les filles. Donc, la pression économique, la pression démographique fait qu'on crée les premiers collèges mixtes d'enseignement général en 1959. C'est la loi Berthoin. Il faut attendre 1963 pour que la loi Capel-Fouché crée des lycées mixtes. Jusqu'à ces dates-là, et très spécifiquement institutionnellement parlant, c'est-à-dire législativement parlant, il faut attendre la loi Haby du 21 juillet 1975 pour que soit officiellement instaurée la mixité de genre au sein de l'institution scolaire. Ça ne veut pas dire pour autant que la mixité de genre n'existe pas. La loi vient finalement accompagner, institutionnaliser, finaliser une mixité qui, dans les années 50-60, s'est progressivement mise en place, d'abord dans le second degré, puis dans le premier degré, et qui est réalisée quasiment de facto à la fin des années 1960, parce que c'est là aussi une pression sociétale très forte, un sujet majeur, un sujet d'égalité et d'égalité fondamentale entre les hommes et les femmes, qui a été porté par le mouvement de mai 68 et tout ce qui a pu précéder et suivre. Donc la loi Haby, 1975, c'est son dernier décret d'application, donc très précisément le 28 décembre 1976, au détour d'une phrase, que la loi Haby indique que désormais, l'école française institutionnellement est mixte. Qu'est-ce que ça veut dire? Même classe, mêmes établissements, même classe, même programme et indifféremment des professeurs de l'un ou l'autre sexe pour pouvoir enseigner à l'ensemble des élèves, puisque avant, les professeurs étaient répartis en fonction du sexe de leurs élèves. Les femmes enseignaient aux jeunes filles, les hommes enseignaient aux jeunes garçons. Donc voilà un petit peu le panorama tel qu'il s'est précisé. C'est important de le dire parce que ça explique 2 choses. D'abord que les filles, comme l'ont montré un certain nombre d'historiens et d'historiennes, sont allées progressivement, clandestinement, subrepticement, étudier chez les garçons. C'est-à-dire que le système, il n'est pas pensé sur une question d'égalité entre les filles et les garçons. C'est le système qui était le système général, donc destiné d'abord aux garçons, qui a prévalu et qui a fait que progressivement, il a élargi ses droits à un public de filles et de jeunes filles. Et on voit d'ailleurs, plutôt dans le sud de la France que dans le nord, mais enfin bon, c'est comme ça, qu'un certain nombre de jeunes filles de la bourgeoisie éclairée, en particulier dans le Midi, dans l'académie de Montpellier. J'ai des souvenirs de textes anciens, enfin du 19e siècle, où individuellement, des bourgeois locaux, des acteurs, etc., qui croyaient à la fin du 19e en l'émancipation des jeunes filles par le savoir, ont demandé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie des autorisations particulières pour que leurs filles puissent aller étudier dans les établissements de garçons. Et donc, je ne vous raconte pas les réponses des inspecteurs d'académie, parfois non,
temps en temps, oui, à condition que les filles et les garçons ne se côtoient pas, évidemment, y compris pendant les périodes de pause, de récréation, etc. Donc, on a quand même tout un tas de documents qui sont très intéressants en ce sens. Cela vous explique pourquoi, et ça c'est beaucoup plus important pour nous et beaucoup plus déterminant, cette question-là, elle n'a pas été pensée pédagogiquement, institutionnellement, et je veux dire aussi didactiquement, et on y reviendra, dans notre système éducatif. Et je veux dire une chose qui est très simple. Le système éducatif français s'est doté dès le 31 décembre 1981 d'une politique institutionnelle de lutte contre les inégalités sociales. Ça s'appelle l'éducation prioritaire. C'est Alain Sabary qui crée ça en 1981. On en pense ce que l'on en veut, mais en tout cas, c'est une politique pour laquelle il y a des dispositifs, des financements dédiés, fléchés, et c'est une politique qui est prise au sérieux par l'institution scolaire. Depuis la grande loi sur le handicap de 2005, l'institution scolaire s'est penchée sur les élèves porteurs de handicap. Donc, on a une vraie politique publique avec des financements dédiés, des catégories de personnel dédiées à destination des élèves porteurs de handicap en vue d'une meilleure inclusion dans l'ensemble du système éducatif. Tel n'est pas le cas des inégalités de genre. Les inégalités de genre n'ont jamais fait l'objet de dispositifs spécifiques avec des crédits spécifiquement fléchés et destinés à lutter contre les inégalités engendrées du point de vue du genre dans l'institution scolaire. C'est toujours le cas aujourd'hui. Je le dis toujours, et je dis toujours sous forme de boutade que toutes mes notes au ministre, lorsqu'on a un nouveau ministre ou une nouvelle ministre, et là, moi je travaille sur ces sujets depuis 6 ans, donc j'en ai quand même vu une petite collection, donc toutes mes notes commencent par cela. La question des inégalités de genre ne fait pas, et des discriminations qu'elles engendrent, ne fait pas l'objet d'une politique publique financée. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important à rappeler. Cela ne veut pas dire pour autant que le système ne les prend pas en compte, mais elle ne les prend pas en compte au même titre que d'autres inégalités. J'indique d'ailleurs que les inégalités sociales, comme les inégalités d'inclusion d'élèves porteurs de handicap, sont renforcées quand il s'agit de filles. Voilà. Donc, c'est très important, je crois, de bien remettre ça tout en perspective, d'abord pour donner du sens à notre action et pour voir comment est-ce que l'on peut s'insérer dans cette histoire-là pour pouvoir faire avancer les choses. Et on ne peut pas regarder que le verre à moitié vide, il peut être aussi à moitié plein. Et on a évidemment fait un certain nombre de choses depuis quelques années qui permettent de montrer qu'il y a quand même une prise de conscience, bien évidemment, de l'institution scolaire. Je ne parle pas des individus qui la font vivre au quotidien, je parle de l'institution scolaire de façon systémique, et puis un certain nombre de dispositifs sur lesquels, je pense, on reviendra pour lutter contre l'impact des stéréotypes de genre qui fait l'objet de la conférence. Exactement. Merci beaucoup déjà pour cette présentation historique qui est nécessaire. Vous avez évoqué 1976, nous sommes en 2026, 50 ans après. Où en sommes-nous des stéréotypes de genre et de leur impact peut-être dans les apprentissages? Vous avez parlé de la pédagogie justement et de la didactique. Vous travaillez avec de nombreux chercheurs. Donc voilà, éclairez-nous sur ce point-là peut-être. Tout à fait. Alors écoutez, j'aimerais vous dire que les stéréotypes de genre sont moins forts aujourd'hui qu'hier. Ça n'est pas vrai. Nous mesurons ces stéréotypes avec des laboratoires du CNRS qui travaillent sur ces sujets-là, et toutes les enquêtes que nous faisons nous montrent que, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, les stéréotypes de genre aujourd'hui sont à la fois plus forts et plus renforcés chez nos élèves, nous les mesurons chez nos élèves bien évidemment, et qu'ils sont surtout plus nombreux, nos élèves, à être porteurs et porteuses de stéréotypes. J'ai bien dit porteuses et porteurs, c'est-à-dire que les stéréotypes de genre ne sont pas l'apanage des garçons, qu'ils sont largement partagés et relayés par leurs camarades filles. Donc, ce que je souhaite dire, c'est que la question de la lutte contre les stéréotypes, du travail qui nous incombe pour faire reculer des stéréotypes de genre, elle est
parfaitement actuelle et elle est encore plus nécessaire, je dirais, aujourd'hui qu'hier. Quels sont en gros les impacts des stéréotypes sur le système éducatif? Moi, de façon assez simple, j'en discerne trois catégories. Bah, la première, vous le savez bien, c'est la question de la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles, aussi bien à l'école que dans les établissements scolaires, toutes les formes de harcèlement, etc. Enfin, bon, tout ce que nous connaissons, tout ce que l'actualité parfois nous rappelle tristement. Donc ça, c'est un premier stéréotype et c'est un enjeu fort pour notre ministère, même si je pense que notre ministère, qui est sans doute le ministère qui s'évalue le plus et qui s'évalue le mieux, j'ai même envie de dire sans nul doute pour connaître d'autres ministères, je pense, n'est pas encore tout à fait au point sur le niveau exact des violences sexistes et sexuelles qui existent dans les établissements scolaires. Je dis bien dans les établissements scolaires. Je ne veux pas dire que les violences intrafamiliales qui existent n'ont pas un impact sur les apprentissages des élèves, bien évidemment. Mais nous mesurons à l'intérieur de l'institution scolaire. Deuxième impact qui me semble très important, c'est la question du résultat des élèves. Les résultats des élèves ne sont pas tout à fait identiques, selon que ce sont des filles et des garçons. Et Samuel, tu mentionnais tout à l'heure justement les premières évaluations de CP, où là, on a évidemment des résultats qui sont assez similaires entre les filles et les garçons, tant en mathématiques qu'en français. Mais dès les secondes évaluations, c'est-à-dire février, puisque les premières sont en septembre, on a déjà des résultats qui peuvent être différents selon les sexes. Un écart qui se creuse entre les résultats des filles en mathématiques et les résultats des garçons en apprentissage de la langue. Et ce résultat, cet écart de masse, j'ai bien dit de masse, parce que après, on verra que les filles réussissent, y compris en sciences, plutôt mieux que les garçons quand elles s'y mettent, quand elles font vraiment quand elles font des sciences. Cet écart en masse ne se réduira pas tout au long du parcours de l'élève, terminale compris, et j'ai même encore envie de dire, y compris dans l'enseignement supérieur. Bon. Donc, les résultats des élèves, deuxième impact. Et troisième impact, les choix d'orientation des élèves, puisque parfois même, la question de la mixité, on se pose et on peut légitimement se poser deux questions. L'école française est-elle vraiment mixte? Ben non, elle n'est pas mixte partout. Parce qu'il y a des classes, il y a des formations dans lesquelles il n'y a pas de mixité. On considère qu'il y a une mixité 80-20. Donc, vous voyez, on est déjà très bas en termes de mixité. Et il y a des classes, particulièrement en lycée professionnel, où il n'y a pas de filles. Par exemple, en génie climatique, 0% de filles. En mécanique, 6% de filles. En électronique, électrique, 3% de filles. Donc, ça veut dire qu'il y a des classes où il n'y a pas de filles. Dans les EDS, enseignement de spécialité, je ne sais pas si tout le monde comprend le jargon inénarrable de l'éducation nationale, donc pour ceux qui ne le comprennent pas, je veux bien le traduire. Pour les enseignements de spécialité que l'on choisit dans l'enseignement général et technologique à partir de la classe de seconde, par exemple en NSI, il y a 13% de filles, ce qui veut dire qu'on a des classes où on a une fille, parfois 0 fille, ça dépend des fois, parfois 2 filles. En sciences de l'ingénieur, SI, 6%, donc ça veut dire qu'on a des classes où on n'a pas de filles. Voilà. Et je pourrais reprendre la même chose pour l'enseignement technologique. ST2S, c'est-à-dire tout ce qui est formation santé sociale, on a 89% de filles, je crois. Et STI 2D, c'est-à-dire développement durable, on a 90% de garçons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce travail qui est un travail qui est réalisé par la délégation de l'évaluation de la perspective et de la performance, l'ADEPE, de l'éducation nationale, qui est un service qui travaille très très bien, qui fait beaucoup de choses et qui chaque année développe ces indicateurs pour nous permettre au moins d'avoir une photographie de l'institution scolaire du point de vue des indicateurs de genre. Donc chaque année depuis 2007, l'ADEPE sort ce qu'on appelle le 8 mars, donc quelques jours avant le 8 mars, sur les chemins de l'égalité, qui est en fait un fascicule qui rassemble l'ensemble des indicateurs genrés que l'ADEPE a progressivement introduits dans la culture de l'évaluation de l'école, qui est une culture relativement récente, mais très dynamique et très fructueuse finalement.
Donc voilà quels sont les grands enjeux. Sur les résultats scolaires des filles, je voudrais quand même revenir un instant, parce que là, les filles, globalement, réussissent mieux que les garçons. 85% de filles sur une génération ont leur baccalauréat, 75% de garçons. Donc il y a un écart de 10 points. Tout baccalauréat confondu, pro, techno et général. Les filles ont plus de mentions, les filles sont plus nombreuses à être orientées en lycée général. 56% de filles vont à l'issue de la troisième en lycée général, 44% de garçons. Et donc là, comme vous le savez bien, l'enseignement professionnel n'est pas toujours une voie choisie par les élèves. Ça peut, mais ce n'est pas toujours. On voit bien que là, il y a une discrimination à l'égard des garçons. Par contre, quand on regarde les filières de l'enseignement professionnel, là, ça se réinverse à nouveau. Les filières où les filles dans l'enseignement professionnel sont massivement présentes, c'est-à-dire soins à la personne, coiffure, esthétique, aide à domicile, enfin bon, tout ce que vous voulez, ce sont des filières qui sont beaucoup moins rémunératrices, qui conduisent très souvent au salariat, parfois même à une forme de salariat précaire, à une forme de précarité. Par contre, les filières de l'industrie, où les élèves sont plutôt des garçons, sont plutôt des filières qui offrent des carrières, des poursuites de carrière plus intéressantes que les filières dans lesquelles les filles sont massivement orientées. Néanmoins, parce que les choses ne sont jamais aussi faciles que ça dans l'éducation nationale, c'est une cosmogonie, hein, l'éducation nationale, c'est très très complexe. Effectivement, les filles sont plus nombreuses, y compris en lycée professionnel, à poursuivre leurs études. Ainsi, par exemple, en France, les filles sont plus nombreuses à aller à l'université, elles sont plus souvent docteurs, elles sont plus souvent diplômées de master, etc., que les garçons. Il y a un écart entre la réussite des garçons et la réussite des filles, scolairement parlant. Elles sont plus nombreuses à avoir des mentions au baccalauréat, y compris dans les filières scientifiques. Voilà, mais ce qui se fait moins bien, c'est l'insertion professionnelle des filles à diplôme égal, voire supérieur. C'est-à-dire que quand on suit, et la DEP le fait, puisqu'elle fait aussi ça pour l'enseignement supérieur, quand on regarde sur des cohortes à 10 ans, des jeunes filles des jeunes femmes, donc, qui sont sorties avec des niveaux de diplôme équivalents, ont souvent un parcours professionnel inférieur à leurs camarades garçons, même si leurs résultats étaient plus brillants, plus meilleurs que les garçons. Voilà. Donc, vous voyez, on a une situation qui est assez complexe, qu'il faut prendre en compte, avec, je dirais, en plus, ce sujet qui a toujours été considéré comme un sujet de niche dans l'éducation nationale, un supplément d'âme, mais qui est un sujet, on dit toujours qu'on évalue la qualité d'une démocratie à la place qu'elle fait aux femmes. Bien, hein, ça c'est un critère universel. Et on peut effectivement considérer que malgré les efforts que l'on fait, tant qu'on ne met pas cette question-là au cœur des attendus de l'école publique d'aujourd'hui, on aura beaucoup de mal à faire évoluer un certain nombre de chiffres qui montrent justement les déséquilibres et sur lesquels j'imagine que l'on pourra revenir dans le cours de cet échange. Bien sûr. Il y a donc un véritable enjeu économique pour nos jeunes filles comme nos jeunes garçons dans le choix de leur orientation, en fait. Si on suit ce que vous dites, vous allez très souvent dans les établissements scolaires, vous faites de nombreuses interventions, vous allez rencontrer aussi les jeunes des établissements scolaires et notamment des lycées professionnels. Oui. Que vous disent justement ces jeunes, ou vous, qu'est-ce que vous remarquez parmi ces jeunes dans des établissements peut-être genrés filles ou genrés garçons? Vous nous avez beaucoup parlé de la mixité, donc, et comment pouvons-nous agir avec ces jeunes, pour ces jeunes, que nous soyons professionnels ou parents peut-être? Voilà. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire avant de redonner quelques chiffres, je ne veux pas vous abrutir avec des chiffres, mais bon, moi, je travaille beaucoup sur des chiffres parce que ça permet d'objectiver quand même la question et de montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de conviction, parce que bien sûr, il faut avoir des convictions pour pouvoir donner du sens à son action, mais il faut surtout avoir des connaissances.
Voilà. Donc, c'est pourquoi, pour nous, c'est très important de travailler, de multiplier des indicateurs, d'en proposer à nos collègues de la Direction générale de l'enseignement scolaire, d'en proposer à nos collègues de l'ADEP, de nous appuyer sur la recherche qui est très dense dans ce domaine, de très grande qualité en France, mais pas qu'en France, et qui sont aussi bien des sociologues, des psychologues, des mathématiciens, des historiens, des philosophes, enfin bon, vous en connaissez très nombreux, qui sont bon, toujours en activité, mais il y en a aussi beaucoup qui sont de jeunes chercheurs avec qui nous travaillons, bien évidemment, sur ces sujets-là, et puis nous appuyer sur les chiffres pour pouvoir d'abord les donner à voir à nos collègues de l'éducation nationale qui ne les connaissent pas toujours ou qui n'en sont pas conscients à quelque niveau que ce soit de l'institution scolaire, et puis après de proposer donc des démarches qui permettent d'améliorer la situation et de pouvoir progresser pas à pas, même si on souhaiterait que les pas soient plus importants, parce que, par exemple, ce qu'a écrit Marie Di Rubella il y a 30 ans, ou Nicole Mosconi il y a à peu près 30 ou 40 ans, je dirais que non seulement ce qui est écrit en termes d'analyse est toujours juste, mais que malheureusement, les chiffres utilisés sont toujours les mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'en 30 ou 40 ans, ils n'ont pas bougé d'iota ou à la marge. 1, 2 points, ce qui n'est quand même pas suffisant pour relancer une dynamique. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit encore des orientations qui sont très genrées, qui sont sur la séparation qui est particulièrement manifeste au XIXe siècle, qui prend son corps véritablement dans la société du XIXe siècle, parce qu'elle se propage à l'ensemble des catégories sociales. Ce n'est pas tout à fait la même chose au XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, on a des grandes scientifiques femmes, qui sont tout à fait insérées dans la société scientifique de l'époque. Je pense notamment à Madame du Châtelet, qui a transcrit l'œuvre de Newton, qui était une grande physicienne, Émilie du Châtelet, et qui était par ailleurs la compagne de Voltaire, comme vous le savez. Et évidemment, au XIXe siècle, on a une société qui se clive, qui est entre le rôle assigné aux femmes, les rôles de genre, les rôles sociaux de genre assignés aux femmes et les rôles sociaux assignés aux hommes. Donc, en gros, aux femmes, l'intérieur, c'est-à-dire la maison, le foyer, l'éducation, ce qu'on appelle aujourd'hui le care, et aux hommes, plutôt la production de richesse. Alors, la production de richesse au XIXe siècle, elle varie dans le siècle, puisque la révolution industrielle, progressivement, fait que la richesse, on est passé d'une société qui était basée sur la connaissance des humanités, littérature, culture et langues et cultures anciennes, où les hommes étaient très présents, très représentés dans ces études, c'est l'objet du lycée, et à une société qui est de plus en plus scientifique, industrielle, et qui aujourd'hui est une société qui est totalement techniciste, industrielle, numérique, etc. Donc tout ceci change bien sûr la nature du savoir et change bien sûr le rapport que les uns et les autres, les unes et les autres peuvent avoir au savoir. Ainsi, par exemple, on dit toujours les femmes ne sont pas à l'aise avec les mathématiques. C'est faux, parce que quand elles font des mathématiques, elles sont souvent tout à fait remarquables. Donc, ça veut dire que le cerveau d'une femme est capable de faire des mathématiques aussi bien que le cerveau d'un homme, parfois même mieux. Mais ce que l'on sait, c'est que ces femmes-là, elles ne sont pas présentes, elles ne sont pas, je veux dire, représentées dans le récit historique. Par exemple, très peu de gens savent que les créatrices les créateurs de l'informatique sont en fait des créatrices. L'informatique la première femme qui a créé l'informatique, c'est Ada Lovelace au XIXe siècle. On a un grand nombre d'informaticiennes, Margaret Hamilton, Lenny Emar, enfin, etc., qui sont à l'origine de très grandes découvertes, mais dont le récit historique a été un peu passé sous silence, parce que quand on parle maintenant numérique, par exemple, on parle de pouvoir, on parle d'argent. Donc, quand il s'agit de pouvoir et d'argent, ce n'est pas toujours les femmes qui sont en avant-pont, si je puis m'exprimer ainsi. Puisqu'aux États-Unis, par exemple, jusque dans les années... fin des années 50-60, les codeuses, c'était des femmes. Et c'était un travail qu'elles pouvaient faire à la maison, qui était à peu près un travail au niveau du travail de secrétariat. À partir du moment où c'est devenu un enjeu de pouvoir, excite les femmes.
Voilà, les codes sont devenus l'apanage des hommes, ce qui est quand même un vrai problème aujourd'hui qui est posé à l'ensemble de la société en termes de place des femmes dans cette révolution fondamentale qu'est la transformation numérique de la société. J'indique d'ailleurs que jusqu'au 19e siècle, jusqu'au même au début du 20e siècle, les filles n'avaient pas de mathématiques, elles n'avaient pas de cours de mathématiques. Hein. Donc, c'est le temps long. Ce que je vous explique là, c'est que ces questions-là, c'est vraiment sur le temps long de l'histoire qu'il faut les comprendre et considérer qu'il ne s'agit pas d'un claquement de doigts pour pouvoir y remédier. C'est beaucoup de choses mises ensemble sur le long terme qui vont permettre progressivement, je pense, d'inciter à un rééquilibrage, notamment des filles dans les sciences numériques, je dis bien dans les STEM, et je vais y revenir un instant. Et c'est un sujet qui n'a pas encore une grande popularité, mais qui, moi, me préoccupe beaucoup. Une diminution drastique du nombre de garçons qui n'étudient plus les humanités, la littérature, la philosophie, qui sont autant de façons d'apprendre à penser, de façons d'être au monde, etc., d'être en relation non seulement avec soi-même, mais surtout avec les autres. Et ça, je crois que ce sujet-là, hein, puisque dans les EDS de philosophie, dans les enseignements de spécialité de philosophie, on trouve environ 8% de garçons en terminale. J'ai bien dit 8% de garçons, alors qu'on trouve quand même 41% de filles en physique, chimie, maths en terminale, 68% de filles en maths et en SVT, et de mémoire 13% de filles en maths et en NSI. C'est là où on a une très grosse chute. Et de mémoire, on doit avoir 60% de filles en maths SES. Je vous donne des combinaisons de doublettes choisies en terminale. Donc, ce qui va caractériser le baccalauréat et ce qui va normalement donner l'orientation dans l'enseignement supérieur et le parcours professionnel de l'élève ultérieurement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, contrairement à tous les discours que vous entendez, il y a une élévation du niveau de qualification scientifique des filles. Elle ne se fait pas par le biais des STEM, mais elle se fait par le biais des sciences du vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont, et depuis déjà quand même quelques années, on peut dire presque ce mouvement est en cours depuis près de 15 ans, les filles sont ultra majoritaires en première année de médecine. Elles sont 70%, enfin, ce n'est pas tout à fait 70, c'est 67% en PACES. Et cela depuis de très nombreuses années. Alors, pas tout de suite 67%, mais on a été à 62%, 60%, etc. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire de façon très provocatrice, les jeunes filles, et c'est heureux, les jeunes femmes, et c'est heureux qu'il en soit ainsi, les jeunes femmes ne sont plus infirmières, elles sont médecins. Mais c'est un sujet qui n'a pas une fois encore été pensé. Le fait que ce soit des jeunes femmes qui soient massivement formées a un impact sur le temps de médecine disponible. C'est-à-dire qu'une jeune femme, quand elle sort de ses études de médecine environ 10 ans, elle va avoir des jeunes enfants, donc elle ne va peut-être pas travailler jusqu'à 20 heures. Elle va vouloir récupérer ses enfants plus tôt, avoir une journée de congé, etc., etc. Toutes ces questions-là ont des impacts économiques et sociétales directs que nous n'avons pas anticipés collectivement depuis 20 à 30 ans. Ce qui peut parfois expliquer que dans certains, en plus avec la réduction du numerus clausus pour les études de médecine, moi ça fait très longtemps que je suis dans l'éducation nationale, donc je connais quand même assez bien, je pense, le système. Ça fait évidemment, ça a un impact direct sur la disponibilité en matière de médecine, par exemple médecine générale, ou médecine spécialiste, etc., etc. Donc vous voyez, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants et qui ont un impact sur la vie quotidienne de tout un chacun. Donc, on a bien une élévation scientifique. Malheureusement, en France, on ne produit pas assez d'ingénieurs. Si nous voulons garder notre place stratégique dans le monde entier, il faut produire plus d'ingénieurs. Et donc, il en faut environ entre 10 000 et 20 000 de plus par an.
Donc, il faut ouvrir le vivier à des femmes. Et évidemment, les questions en matière d'ingénieur, eh bien, elles ont de toute façon, de près ou de loin, quelle que soit la spécialité en matière d'ingénieur, un lien très fort avec l'informatique, avec le numérique. Voilà. Et donc, c'est dans cette perspective-là que Elisabeth Borne, alors Première ministre, avait lancé le plan Tech pour toutes et a lancé, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, le plan Filles et Maths. Parce que la question, c'est pas que nous n'avons pas assez de scientifiques filles, c'est que nous n'avons pas assez d'ingénieurs femmes. En France, depuis 30 ans, seulement 28% des ingénieurs sont des femmes. C'est un chiffre qui ne bouge quasiment pas depuis 30 ans, qui est le même en termes d'ingénieurs en cours de carrière que le nombre de jeunes femmes présentes dans les écoles d'ingénieurs qui tournent entre 22% à l'école des Ponts cette année, par exemple, 16% à l'école polytechnique, alors qu'ils étaient 18% et qu'ils sont dirigés par une femme, qui est très sensible à ces questions-là par ailleurs. À l'époque d'Elisabeth Borne, quand elle était polytechnicienne, c'était moins de 5%. Voilà. Donc, on a quand même fait des progrès. Mais enfin, ils ne sont pas suffisants. Et puis, dans grand nombre d'écoles d'ingénieurs, c'est très rare qu'on arrive à 35 à 40%. Il faut des politiques très volontaristes avec des quotas que nous, dans notre jargon, nous appelons des objectifs cibles, si nous voulons véritablement permettre qu'il y ait à terme d'abord plus d'ingénieurs, c'est indispensable, et plus de femmes ingénieurs. Je vais encore faire une toute petite provocation dans les pays du Moyen-Orient. Nous connaissons malheureusement la situation actuelle, mais qui ne sont quand même pas des pays ultra-émancipateurs en faveur des droits des femmes. Qui sont des pays, souvent je parle de l'Arabie saoudite, mais je pourrais parler aussi de l'Iran, qui forme plus d'ingénieurs qu'en France. Voilà, je le dis parce que c'est... Bon, les ayatollahs, c'est épouvantable, bien évidemment, tout le monde sait ça, mais il y a une très grande tradition de culture scientifique, technique en Perse, si je puis dire. Et la première femme qui a eu la médaille Fields, qui s'appelait Mariam Mirzakhani, est une jeune femme qui avait fait ses études à Téhéran et qui est allée les poursuivre aux États-Unis, à Princeton et à Stanford, où elle a eu, très jeune, une quarantaine d'années, je crois que c'est en 2014, la première femme à avoir la médaille Fields. Et malheureusement, elle est décédée d'un cancer 3 années plus tard. Mais elle est décédée très jeune. Donc bon, voilà. Donc pour en revenir à notre sujet, dans les pays du Moyen-Orient, très peu émancipateurs pour les femmes, au contraire, il y a une majorité de femmes qui sont ingénieurs du numérique. En Arabie saoudite, 48% des ingénieurs du numérique sont des femmes. Quand on m'a dit ça, je ne l'ai pas cru. J'ai fait faire une note par l'ambassade de France à Riyad parce que je me suis dit, c'est pas possible. Eh bien si, c'était possible. 48%. Les universités ne sont pas mixtes. Voilà. Il y a des universités pour les garçons et des universités pour les filles. Mais il y a une très grande université à Riyad qui accueille plus de 62 000 jeunes femmes, qui viennent de toute la zone, naturellement, qui accueille beaucoup de jeunes femmes et qui a une orientation très déterminée sur les femmes et les sciences, et en particulier les numériques. À Bahreïn, qui est quand même un chouïa plus libéral que l'Arabie saoudite, c'est 58% des ingénieurs du numérique qui sont des femmes. Donc, je dis ces choses-là parce qu'il n'y a pas de raison objective pour lesquelles les femmes ne pourraient pas s'intéresser au numérique. Et entre nous, soit dit, bien sûr, je sais bien, je ne suis pas totalement naïve, que le fait que ce soit un travail que l'on puisse faire à la maison, on peut être ingénieur du numérique et travailler chez soi, en Arabie saoudite ou ailleurs, j'imagine, et puis même dans tous les pays du monde. C'est aussi sans doute un élément qui a pu jouer, bien évidemment. Mais n'empêche que sur le positionnement stratégique, ça veut dire quand même quelque chose pour l'avenir. Et je sais qu'en Arabie saoudite, j'ai rencontré il y a quelques années, je ne sais pas si elle est toujours en poste, la personne qui était à la fois la secrétaire générale de tout ce qui est informatique et numérique et la ministre, parce que bon, là, il y a une personne, c'était une femme. Et je lui ai dit, c'est très bien, on a mis une femme, etc. Enfin bon, voilà. Et elle m'a dit, non, non,
on m'a mis là parce que moi, j'étais la meilleure en numérique de mon pays. OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, les choses ne sont pas si simples qu'on veut le dire, mais en Occident, et particulièrement en Europe occidentale, les femmes ne sont pas beaucoup présentes dans ces métiers qui sont pourtant les plus prometteurs et les plus pourvoyeurs de carrière et d'émancipation. On peut faire beaucoup de choses avec le numérique et qui sont évidemment indispensables pour le maintien comment dire, de notre pays dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Hein. La transformation numérique de la société, elle est profonde et elle concerne tous les aspects de la société. Tous les aspects de la société. Donc voilà, c'est ça que je souhaitais dire, parce que c'est un sujet qui est un sujet compliqué. Nous sommes dans un pays, et heureusement, où l'orientation est libre. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, hein, parce que dans tous les pays du monde, on définit les besoins, puis après, il faut qu'on mette les personnes qui vont bien pour pouvoir arriver à obtenir les objectifs qui sont, en général, c'est plutôt les pays despotiques qui font ça. Nous sommes un pays libre, mais néanmoins, les stéréotypes de genre qui sont à l'œuvre, à la fois dans l'institution scolaire, mais aussi dans la tête de nos élèves, et plus encore dans la tête de leurs familles, de leurs parents, qui sont en matière d'éducation, en matière d'orientation, les premiers prescripteurs, sont finalement des freins puissants à l'émancipation des filles et à leur entrée plus déterminante dans des secteurs qui sont les secteurs porteurs d'aujourd'hui. Merci, merci pour toutes ces perspectives et ces explications. Si nous revenons justement sur les moyens d'action, vous parlez très souvent de la pédagogie égalitaire sur laquelle vous vous appuyez, et vous nous dites aussi que ces stéréotypes, ils sont présents dès le premier degré assez jeunes, qu'on en soit conscient ou pas, professionnel ou parent, en effet. Donc, c'est quoi finalement la pédagogie égalitaire, et en quoi cette pédagogie égalitaire peut-elle être un levier par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer d'enjeux sociétal et d'enjeux économiques? Alors, effectivement, nous avons plusieurs axes de travail. Enfin, quand je dis nous, c'est mes collègues et moi qui travaillons sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire à la fois les collègues en centrale, mais ça veut dire aussi les collègues partout sur le territoire, dans les académies, mais aussi au réseau Canopé, à l'école des cadres. Enfin bon, voilà, on essaie vraiment d'impulser un mouvement, une dynamique, bien évidemment, hein, parce que dans l'éducation nationale, comme partout ailleurs, si ce sujet n'est pas partagé, ça n'avance pas beaucoup. Et donc, la pédagogie égalitaire et la didactique égalitaire. La pédagogie, comme vous le savez, la façon dont on l'enseigne, la didactique, ce que l'on dit de sa discipline. Donc, si je veux parler de pédagogie égalitaire, je vais prendre 2-3 exemples. La première, et qui est nourrie par des thèses. Hein. Tout ce que je dis, ce n'est pas le produit de mes rêveries fantasmatiques ou de mes convictions exacerbées. Tout ceci est appuyé sur des chiffres et sur des études, parce que c'est la seule façon pour nous de pouvoir, après, avoir des connaissances que l'on va traduire en compétences pour permettre d'accompagner nos personnels, pour donner des outils à nos personnels, pour progressivement faire changer les regards et les gestes professionnels. Toutes les études montrent que pour des raisons, je vais vous donner la pédagogie égalitaire, 3 points. La question du temps de parole. Toutes les études montrent que dans une classe, de façon totalement inconsciente, les enseignants et enseignantes, hein, parce qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être consciente de ces sujets-là, bien sûr, les enseignantes et les enseignants ne se rendent pas compte qu'ils donnent 30% de moins la parole à des filles qu'à des garçons. Et cela tout au long de leur parcours, de la maternelle jusqu'au lycée. Alors, ce n'est pas parce que les professeurs sont des méchants et qu'ils aiment moins les filles que les garçons. C'est parce que dans une pédagogie verticale, c'est-à-dire l'enseignant s'exprime, les élèves écoutent. C'est comme ça dans beaucoup de classes. Bien. Eh bien, il y a une question, si je puis m'exprimer ainsi, je n'ai pas envie de dire de maintien de l'ordre, mais de capter l'attention de tout le monde. Et on sait, quand on est un enseignant, que les garçons sont plus remuants que les filles. Les garçons sont plus protestataires que les filles. Et les filles, elles sont plus bavardes.
Mais on peut tolérer des bavardages, que des garçons qui gesticulent, qui se lèvent dans la classe, etc., qui font le bazar, excusez-moi, le terme est très peu académique, mais enfin, ça existe quand même, bah, c'est plus gênant. Donc, pour capter l'attention des garçons, on les interroge 30% de plus en temps. Mais 30% de plus en temps, ça joue sur la confiance que les filles ont en elles. Et quand vous regardez les enquêtes de climat de confiance que fait l'ADEPE et que vous pourrez retrouver, on voit que les filles, bien que réussissant mieux que les garçons, elles ont moins confiance en elles, et particulièrement en mathématiques. Les garçons, ils ont confiance en eux, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de leur confiance. Les filles, elles ont moins confiance en elles, et donc souvent quand on interroge comme ça l'ensemble de la classe, les garçons vont répondre pour répondre. Alors parfois c'est bon, parfois c'est moins bon, tant pis, ils ont raison. Mais par contre, les filles, elles vont tourner 3 fois leur langue dans leur bouche pour se dire est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai la bonne réponse, etc. Et du coup, voilà. Donc la question de l'interception de l'oral dans une classe, elle est fondamentale. Deuxième sujet, les bulletins scolaires. Des thèses nombreuses, et en particulier faites par d'anciens étudiants de Dauphine qui sont maintenant professeurs dans des universités ailleurs, montrent clairement, Marion Monet, etc., bon, vous connaissez, et d'autres, montrent clairement que les bulletins ne sont pas remplis à notes égales de la même façon pour les filles que pour les garçons. Et elle cite toujours cet exemple, mais que j'ai pu voir moi dans ma carrière diverse, ayant fait divers métiers dans l'éducation nationale. À 14, en mathématiques, ce qui est déjà une bonne note. Enfin, ça dépend comment les enseignants notent. Des fois, les échelles d'évaluation ne sont pas tout à fait les mêmes. Eh bien, une fille, elle est sérieuse, laborieuse, travailleuse, souriante. Bon, donc en gros, la petite, elle est au taquet. Hein, voilà. Bon. Par contre, à 14, un garçon, ben, s'il se concentrait un peu plus, il pourrait peut-être atteindre l'excellence. Sauf que les bulletins scolaires, c'est comme les manuels scolaires, ça n'est pas anecdotique. C'est la façon dont l'institution parle aux familles de leur enfant, et c'est aussi la façon dont nous parlons de lui à l'élève, ou d'elle à l'élève. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est un sujet qu'il faut regarder de près et qui est constant. Alors, on me dit que Parcoursup, dont on dit beaucoup de mal, mais bon, le diable n'est pas toujours dans Parcoursup, hein, qui propose quand même 21 800 formations, mais plutôt dans les écoles qui sont le réceptacle. Parcoursup a un peu neutralisé les choses parce qu'en première et en terminale, nos enseignants et enseignantes ont quand même pris conscience de faire des bulletins les plus neutres possibles, puisqu'ils sont demandés, pour ne pas trop gêner l'orientation de leurs élèves. Et donc, comme c'est plus neutre, c'est moins genré. Mais ça reste quand même très genré jusqu'à la seconde, y compris, et parfois, bien sûr, jusqu'à la fin du second degré. Et puis, troisième point, les conseils de classe. Vous savez que les conseils de classe sont à la main des chefs, la décision est à la main des chefs d'établissement, en troisième, enfin, bien sûr en collège et en lycée. Et là encore, si on regarde les conseils de classe, leurs préconisations, eh bien, les orientations qu'ils préconisent aux élèves, en fonction de leurs résultats scolaires, etc., sont souvent encore des orientations très marquées par le genre. Il y a très peu de conseils de classe qui vont massivement proposer, par exemple, que des jeunes filles puissent aller en mécanique, en voie professionnelle. On va plutôt leur conseiller de faire de l'administration, de faire du soin à la personne, etc., etc. Et puis les garçons, on va plutôt leur conseiller de faire l'industrie, la production, l'électronique, la cybersécurité, etc., etc. La même chose pour les enseignements de spécialité à l'issue de la classe de seconde générale. Donc, vous voyez bien que déjà, l'institution scolaire, je ne dis pas, c'est pas le prof, monsieur truc ou madame machin, c'est l'institution scolaire systématiquement, elle a un rôle, elle a un impact sur les questions d'inégalité de genre qu'elle reproduit, qu'elle accentue parfois en son sein
et qui débouchent sur des orientations qui ne sont pas tout à fait égalitaires pour le coup. Voilà. Et qui ne sont pas toujours, comme je dis, tout à fait utiles au pays. Alors, ça bouge un peu parce que moi, en ce moment, je travaille sur un rapport sur l'orientation genrée et la représentation des métiers en lycée professionnel. On a des minoritaires, ce qu'on appelle des minoritaires de genre, c'est-à-dire des jeunes filles ou des jeunes garçons, mais c'est pas tout à fait le même traitement, des jeunes filles qui résolument s'orientent mécanicienne moto, mécanicienne poids lourd, mécanicienne travaux agricoles. Alors là, j'en ai rencontré une, je peux vous dire, elle est courageuse, elle est toute seule, la jeune fille. Ce sont souvent des élèves très motivées, donc excellentes dans les métiers du bâtiment. Et je crois que petit à petit, les choses progressent dans l'institution scolaire, mais elles-mêmes, comme leurs enseignants, me disaient que ce n'était pas toujours facile pour les stages. Parce que quand on est une jeune femme, des fois, les entreprises vous voient arriver de façon éberluée parce qu'il n'y a pas de vestiaire, par exemple. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui font que, il y a que des petits freins, mais qui sont quand même de vrais freins. Quand une jeune femme, arrive dans une entreprise pour un stage et qu'il n'y a pas de vestiaire, c'est un problème. Quand elle est en butte aux réflexions sexistes de ses collègues, c'est un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, faut pas se le cacher, ça existe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, là-dessus? Donc, d'abord, donner à voir aux enseignants, faire des formations, voilà, aux enseignants, aux cadres. Voilà. Et ça, c'est un enjeu essentiel parce que tant que l'on ne voit pas, on ne peut pas remédier. Voilà. Donc, donner à voir nos chiffres, les conséquences, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui me semble importante, c'est dans l'institution scolaire, nous avons depuis 2013 des référents égalité placés à côté de chaque rectrice ou recteur au niveau académique, qui sont nos réseaux, pour pouvoir mettre en œuvre de façon déconcentrée les politiques en académie. Depuis 2018, nous en avons dans chaque établissement scolaire. Pour ma part, je sais que dans certaines circonscriptions du premier degré, voire dans certains réseaux d'éducation prioritaire, ou bien encore les réseaux ruraux, etc., où on a dans le premier degré de plus en plus des référents égalité au sein des écoles, parce que la question de l'égalité, elle ne commence pas au collège. La question des stéréotypes de genre, elle commence dès la maternelle, dans les enseignements que l'on propose aux filles, aux garçons, dans les manuels scolaires, etc., qu'on leur propose. Et on a fait d'ailleurs. Malheureusement, c'est une convention qui a été passée sous silence, mais c'est un excellent travail. Et je vous invite vraiment à aller la voir sur Eduscol. On va tâcher de la relancer. On a fait un très bon travail avec l'Association des éditeurs de manuels scolaires de France, qui sont regroupés en 32 éditeurs, avec ma collègue de la culture, avec l'Inspection générale de l'éducation nationale, pour faire une convention pour que dans les manuels scolaires, on ait un label égalité pour éviter les stéréotypes de genre, pour éviter que l'on présente dans les énoncés un langage beaucoup trop stéréotypé, etc. Il y a certains éditeurs qui font des efforts déjà très importants sur ces sujets-là et d'autres moins, naturellement. Donc, voilà. Donc, on a travaillé sur ces sujets-là. Les éditeurs avaient donné leur accord pour que dans chaque directeur d'édition, c'est-à-dire pour chaque livre édité, il puisse y avoir un référent égalité pour pouvoir regarder ces sujets-là, quitte à nous à les former. Quand je dis nous, c'est le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture, puisque c'était un aspect du plan Toutes et tous égaux que Elisabeth Borne a porté, mais bon, qui a été décliné. Ça fait partie des 167 mesures du plan Toutes et tous égaux, et nous l'avons fait conjointement avec ma collègue du ministère de la Culture. Donc voilà, donc on a des possibilités pour former nos enseignants, pour les sensibiliser. Avant-hier, j'étais avec un collègue de l'inspection générale qui me disait qu'il était allé dans une classe en mathématiques, qu'il était assis au fond de la classe et que jamais l'enseignant, il y a 15 jours, n'avait interrogé une seule fille. Tous les élèves interrogés étaient des garçons.
Et quand il a dit ça à l'enseignant, en lui disant, mais est-ce que vous vous rendez bien compte que là, vous n'avez dans votre cours de mathématiques interrogé que des garçons? Eh bien, l'enseignant, il est tombé des nues parce qu'il ne l'avait pas vu. Ça, c'est un stéréotype. Un stéréotype, c'est à la fois une construction, une représentation mentale, mais c'est aussi un raccourci dans le cerveau, si je puis m'exprimer ainsi. C'est les deux ensemble. Donc, si vous voulez, l'enseignant, voilà, il ne s'est pas rebellé en disant, mais non, vous dites n'importe quoi. Enfin, un inspecteur général, vous ne pouvez pas lui dire qu'il dit n'importe quoi parce que ça peut mal se passer après. Mais voilà, il lui a dit, mais et moi je l'ai vu dans mes inspections aussi, hein, voilà, il lui a dit, mais je vous assure, je ne l'ai pas vu. Et il était de toute bonne foi. Donc, il faut montrer, il faut former, il faut accompagner. Et ça demande de l'argent. Quand je dis ça demande de l'argent, ça veut dire ça demande des postes. Voilà. Parce que, bien sûr, on peut faire un webinaire. On connaît bien le plan Filles et Maths qui va dans le bon sens. Voilà. Mais qui n'est doté d'aucun financement. Voilà. Bien sûr, on peut faire appel à des rôles modèles. OK. Mais une génération de bacheliers, c'est 720 000 élèves. Donc, il faut quand même en trouver des rôles modèles, hein, surtout que ça commence à partir de la troisième, si mes souvenirs sont exacts. Troisième, seconde et systématisation en première et terminale, de mémoire. N'est-ce pas, monsieur directeur de cabinet? Donc, bon, voilà. Donc, du coup, bon, et puis des rôles modèles, OK, mais il faut que ce soit des rôles modèles. Moi, je crois aux rôles modèles à condition qu'ils soient accompagnés d'un mentorat et d'un tutorat. C'est-à-dire que l'on puisse suivre l'élève pour un certain temps pour pouvoir que ce soit pas seulement une étincelle. Et puis qu'on ne lui propose pas comme rôle modèle Marie Curie. Parce que Marie Curie, c'est la seule personne au monde qui a eu 2 prix Nobel. Aucun homme a eu 2 prix Nobel, qu'une seule femme, Marie Curie. Bon. Donc ça, c'est trop loin de nos élèves. Il faut des rôles modèles, des tuteurs qui soient proches d'eux pour leur permettre l'identification et leur ouvrir le monde des possibles, si je puis m'exprimer ainsi. Hein, donc, vous voyez, c'est toute une articulation. On a créé des dispositifs nouveaux, on a labellisé les établissements. Alors, je ne sais pas s'il y a des enseignants ou des personnels de l'éducation parmi vous, sans doute, mais pas que, j'espère. On a créé la labellisation des établissements du second degré en 2022, qui permet un pilotage égalitaire de l'établissement, c'est-à-dire quelles sont les formations qu'on met en place, comment on pilote l'établissement avec ce souci de l'égalité de genre, quelles sont les actions éducatives, quelles sont les actions pédagogiques, quels sont les partenariats qu'on met en œuvre. Voilà, ça, c'est les 5 leviers qui permettent de donner de la lisibilité et du sens et de la cohérence à un certain nombre d'actions. Alors, c'est un truc le label, c'est pas un objectif en soi, c'est un outil. Donc, on devra, je pense, l'évaluer dans 2-3 ans. Il n'a jamais fait l'objet d'une grande publicité institutionnelle, malgré les gesticulations que nous faisons, les référents égalité, mes collègues et moi-même, etc. Mais néanmoins, c'est un label qui plaît. Parce que vous savez qu'en France, il y a 11 800 établissements scolaires. Eh bien, nous en avons cette année, nous en aurons sans doute plus de 2000 qui seront labellisés. J'ai presque envie de dire, presque à bas bruit. Bon, heureusement, on a nos référents égalité qui travaillent sur le terrain, etc. Et on voit bien, et puis des rectrices et des recteurs qui sont engagés. Et on voit bien d'ailleurs avec les établissements qui sont labellisés, comment sont engagés les uns et les autres. Il suffit de regarder le nombre d'établissements labellisés dans l'académie, on a une petite idée. Voilà, donc nous allons étendre ce label au premier degré, puis après l'étendre à des périmètres qui peuvent être des réseaux, des départements, des académies. Voilà, ça c'est un outil. Ce qu'on a appelé les objectifs cibles dans le plan Filles et Maths, parfaitement atteignables, c'est-à-dire en gros qu'on est par lycée, c'est pas grand-chose, 1 ou 2 filles qui fassent davantage de maths et qui surtout conservent leur engagement scientifique, leur attrait scientifique dans leur choix pour l'enseignement supérieur. Parce que on m'explique que la réforme de Blanquer elle a mis à bas les mathématiques. Faux, totalement faux. Elle a permis de voir comment ça fonctionnait. Voilà. Et c'est pourquoi le ministre avait demandé à ce que l'on puisse regarder sa réforme de ce point de vue-là. Et on a fait, avec la personne qui mettait en œuvre la réforme du bac, qui était Jean-Charles Ringard, qui était l'inspecteur général chargé de ça, et la rectrice Béjean, qui était à Montpellier, mais qui est maintenant à Lille, et moi-même, un rapport pour montrer là où il y avait des dysfonctionnements, comment on pouvait y remédier, la labellisation, les objectifs cibles, qui est en fait une politique de quotas,
et un peu plus de contraintes sur l'institution scolaire en elle-même. C'est-à-dire, il faut donner des objectifs aux académies, des objectifs aux cadres, puis il faut qu'ils soient évalués avec ces objectifs. Voilà. Bon. Donc, toutes ces questions-là, on les avait déjà préalablement proposées dès 2021. Donc, vous voyez, on est en 2026, donc ça fait déjà quand même un certain temps. Et ensuite, les mettre en œuvre, ça demande toujours beaucoup plus de temps parce que l'éducation nationale, c'est pas le temps de l'immédiateté, c'est le temps long. Et chez nous, une politique publique, c'est à échelle de 10 à 15 ans. Voilà, c'est-à-dire ce que nous semons aujourd'hui et ce que nous avons commencé de semer, on espère que dans quelques années, on va pouvoir en récolter les bénéfices. Et donc aujourd'hui, l'idée de se dire, les filles, il faut qu'elles fassent plus de STEM. Donc les STEM sortent les sciences du vivant, même si ce sont des sciences, et je vous en ai parlé, pour qu'on puisse avoir une ou deux filles qui puissent s'engager davantage dans des carrières d'ingénieurs. Ça permettrait déjà progressivement de remonter le vivier. Parce que, voilà, et puis de donner à voir ces métiers. On travaille sur les stages de fin de seconde pour pouvoir, y compris, proposer des stages en non-mixité. Et on a un succès fou avec la Fondation Femmes at Numérique sur ces sujets-là. C'est-à-dire que les filles, elles se sentent peut-être plus à l'aise lorsqu'elles sont accueillies 3-4 filles que lorsqu'elles sont une fille avec 3-4 garçons. Vous voyez? Donc bon, c'est pas l'école républicaine qu'il faut démixer, si je puis dire. C'est sur des temps qui sont des temps du périscolaire, montrer que parfois, dans des situations de non-mixité, ça peut permettre de redonner de la confiance, de donner de l'envie, donner des idées nouvelles, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même un champ qui est très, très important pour nous. Et puis de développer la pédagogie égalitaire et la didactique égalitaire des disciplines, notamment, et on n'y est pas encore arrivé complètement, mais on ne désespère pas, quand on conçoit un programme, ne jamais oublier cet aspect-là. On n'y est pas encore, ça. On avance plus vite sur la pédagogie que sur la didactique égalitaire. Pourtant, la question de la place des femmes dans leur rapport à tous les champs des savoirs et à travers tous les temps, elle est quand même très invisibilisée depuis un siècle, 2 siècles. Oui, on peut dire ça. Et je pense que sur cette question-là, il y a quand même de la part de la communauté éducative une prise de conscience, même si elle n'est pas encore aussi importante que nous le souhaiterions. Merci beaucoup, Claude, pour cette présentation et cet engagement. On sent votre conviction dans votre prise de parole. Alors, j'aurais plein d'autres questions à vous poser, mais je vais plutôt laisser la parole à la salle. Je crois qu'il y a des réactions ou des questionnements. Donc, on va faire circuler le micro. Pourriez-vous revenir, s'il vous plaît, sur le statut des référents égalité? Je connais personne qui exerce sous ce statut-là. D'accord. Et surtout, on a bien compris leurs actions auprès des enseignants, des recteurs et des éditeurs de matériel scolaire. Mais est-ce qu'il y a des actions plus concrètes auprès des classes d'élèves et de leurs parents? Vous avez parlé vous-même des conseils de classe. Est-ce qu'ils travaillent à temps plein ou ils viennent une fois par an pour faire une conférence et disparaître malheureusement dans le... Merci. Merci de cette question d'ailleurs, parce que pour moi, c'est un sujet qui coule de source, mais pas pour tout le monde. Donc, les référents égalité sont des cadres qui sont placés à côté, parmi les conseillers des recteurs. Chaque rectrice et recteur a un ensemble de conseillers statutaires, c'est-à-dire qui sont obligatoires dans l'académie. Voilà, le conseiller pour l'enseignement professionnel, le conseiller pour la vie scolaire, etc., etc. Le conseiller pour l'enseignement, le DAET, pour les liens avec l'entreprise, etc. Bref. Et il a un référent égalité. Le référent égalité, c'est celui qui coordonne la politique académique pour l'égalité filles-garçons dans l'académie. À côté de ça, et ça existe depuis 2013. À côté de ça, depuis 2018, vous avez leur déclinaison dans chacun des 11 800 établissements scolaires, c'est-à-dire collèges et lycées. Ça peut être un professeur, ça peut être un CPE, conseiller principal d'éducation, mais rien n'empêche que ce soit
le chef d'établissement ou son adjoint, ni même une secrétaire. Statutairement, voilà, ça peut être une secrétaire. Donc, c'est quelqu'un qui est chargé de coordonner les initiatives au sein de l'établissement qui concernent la question de l'égalité entre les filles et les garçons. Majoritairement, ultra majoritairement, ce sont des enseignants. Ultra majoritairement. Plus de 80%. Alors, c'est une fonction et une mission qui, à mon avis, mériterait d'être mieux redéfinie. Le texte date de septembre 2018. Et surtout, mieux rémunérée. Dans certains États, il n'y a pas de rémunération institutionnellement imposée. C'est-à-dire, quand vous êtes professeur principal, institutionnellement, vous avez une rémunération supplémentaire. Là, il n'y a pas de rémunération statutairement imposée nationalement. Comme, par exemple, il y a 32 réseaux de référents dans l'éducation nationale. 32. Bon. Donc, vous voyez, c'est un vrai sujet, mais ce n'est peut-être pas notre sujet aujourd'hui. Et donc, moi, je milite pour qu'on puisse avoir une lettre de mission plus cohérente pour l'ensemble des référents égalité. Là, elle est peu contraignante, la lettre de mission. Et surtout, moi qui ne suis pas totalement née de la dernière pluie, je sais que pour les référents égalité, il y en a à peu près un gros tiers qui sont très engagés parce que ce sont des hommes et des femmes de conviction. Parfois, je vais dans des établissements où il y en a 2 au lieu d'1. Donc là, c'est très bien. Parfois, ce sont des gens qui ne savent pas trop bien quoi faire, mais le chef d'établissement leur a dit il me faut un nom sur une feuille, donnez-moi votre nom. Donc, évidemment, là, ça patouille davantage, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis parfois, nous savons que dans 20 à 25%, certains établissements, il n'y en a pas, de facto. Bon. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être mieux redéfinir ces missions et peut-être mieux les rémunérer institutionnellement. Donc, on m'a dit, compte tenu, j'ai déjà demandé ça, on m'a dit, je ne sais combien de temps que je le demande, on m'a dit, il n'y a pas beaucoup de sous, c'est sûr, ok. Par contre, la situation n'est pas uniforme, parce que sur la part de l'autonomie de l'établissement, c'est-à-dire sur les crédits qui sont discrétionnaires pour les chefs d'établissement, vous avez toujours des heures qui sont discrétionnaires pour les chefs d'établissement dans leur, alors on appelle ça TRMD, mais dans leur, dans les heures qui leur sont attribuées pour pouvoir réaliser les enseignements. Certains chefs d'établissement, et c'est pas rare, rémunèrent en heures supplémentaires les référents égalité. Mais c'est discrétionnaire. C'est-à-dire que si un chef d'établissement ou une chef d'établissement considère que c'est un axe principal, qu'elle est labellisée, qu'ils souhaitent avoir le label, qu'ils ont le label niveau 1, mais qu'ils veulent le niveau 2 ou le niveau 3, ou qu'ils veulent mieux mettre en œuvre le niveau 2 pour avoir le niveau 3, et c'est le référent égalité qui s'occupe de ça, alors évidemment, des heures peuvent être dédiées selon le choix de la politique de l'établissement. Parce qu'il faut aussi laisser l'institution un peu respirer. Ça, je peux le comprendre. Mais pour avoir une politique nationale, il faut qu'il y ait un cadre national et puis des déclinaisons qui sont plus territoriales. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Mais moi, ça fait quand même plusieurs décennies, on va dire, que je suis dans l'éducation nationale et que je parcours les académies. Il n'y a aucune académie qui ressemble à une autre. Bien sûr, le cadre, il est national, les programmes sont nationaux, les diplômes sont nationaux, les concours sont nationaux. Mais la façon de le décliner sur le terrain, elle change d'une académie à une autre, et parfois c'est heureux, parce que, par exemple, je prends toujours j'ai stéréotypé, cet exemple, les besoins de Limoges ne sont pas tout à fait les mêmes besoins que Lille. Voyez, parce que Limoges est une académie très rurale, Lille aussi un peu, mais c'est quand même une académie très urbaine. Voilà, donc il y a des histoires, c'est-à-dire que certains recteurs ont amené des politiques publiques, elles ont été poursuivies ou pas. Voilà, donc chaque territoire, et même au sein de chaque rectorat, parfois on a des départements académiques qui ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Bon, donc il faut qu'il y ait un cadrage national, et puis parce que nous sommes
c'est très régalien, l'éducation nationale. C'est même ce qui fait nation chez nous, hein. Le discours sur l'école, il est très lié au discours de la nation, hein. C'est le ciment. C'est pour ça que les Français sont obnubilés par l'école, beaucoup plus que les autres Européens. Et donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait bien sûr un cadre national auquel nous sommes tous attachés, mais il faut qu'il y ait quand même des déclinaisons territoriales. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait l'appréciation du terrain, de l'évaluation. Ainsi, je vais dire ça très tranquillement, il y a des académies qui sont beaucoup plus en pointe sur l'égalité filles-garçons que d'autres. Voilà, je pourrais vous en citer. Mais je ne le ferai pas. Je ne vous citerai que celles qui sont en pointe, hein, pas celles qui sont à la traîne. Bon, mais voilà, parce que à un moment ou un autre, ça a intéressé le recteur ou la rectrice, hein, c'est pas forcément parce que la rectrice est une femme, hein. Je connais des recteurs qui sont très en pointe sur ces sujets-là, qu'ils sont restés suffisamment longtemps, qu'ils ont posé des bases qui se sont consolidées, qu'on a trouvé les bons personnels, enfin bon, ce qui fait la vraie vie, quoi, hein. La vraie vie, c'est pas les textes de l'administration centrale, c'est ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc, voyez, certainement qu'il faut redéfinir ça. Moi, je milite, mais parce que c'est mon sujet, pour qu'il y ait une rémunération institutionnelle. Bon, voilà. Ne jamais oublier l'idéal, mais voir la réalité telle qu'elle est. Je ne suis pas sûre que j'arriverai sur ce mandat-là. Sur l'autre mandat, je ne sais pas. Je voulais savoir pour les référents égalité pour Ouais. l'élémentaire, hein, Oui, on en est où? Parce que là, je ne sais pas trop. c'est très... Comme il n'y a pas de Pour nous, cadrage... la labellisation. Voilà. Comme il n'y a pas de cadrage national, c'est très hétérogène. Par exemple, il y a des départements comme la Gironde, hein, qui a été précurseur dans ce domaine, où voilà, il y a des référents égalité dans toutes les circonscriptions. Il y en a d'autres aussi en Île-de-France. Voilà. Il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres sur l'ensemble du territoire, mais il n'y a pas d'obligation réglementaire. Nous sommes un ministère très réglementaire, très peu législatif, mais très réglementaire. Donc, il n'y a pas de règlement. Nous incitons, enfin nous obligeant à avoir des référents par circonscription. Donc ça dépend du département, de l'action des inspecteurs et inspectrices du premier degré, de l'action du directeur académique, etc., qui souvent a la main sur le premier degré dans l'éducation nationale. Néanmoins, je vais vous dire une chose, la labellisation du premier degré va sortir, donc ça marche ensemble. Et donc, comme on va sortir la labellisation du premier degré, qu'on a l'accord bien sûr du ministre, hein, et c'est assez éminent, puisqu'on a fait un groupe de travail là-dessus, et bon, ça sera avant la fin de je pense, de l'année 2025-2026. Forcément, on va s'interroger sur la question des référents du premier degré, parce que tout ça a un lien. En plus, nous avons un outil supplémentaire dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle la Convention interministérielle de l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif, qui est la convention qui permet de travailler en partenariat avec d'autres ministères. Donc, pour l'instant, là s'achève la 6e du nom. La première, c'est entre le ministère du droit des femmes, naturellement, avec qui nous travaillons beaucoup, et le ministère de l'Éducation nationale. Donc, la première convention, c'est 1984, c'est entre Chevènement et Roudy, entre Yvette Roudy et Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale. Donc là, nous sommes en plein renouvellement, élargissement, c'est-à-dire nous souhaitons l'élargir à de nouveaux ministères. Nous allons y inscrire ce que nous avons fait en matière d'EVARS, en matière de labellisation, en matière d'objectifs cibles, en matière de formation, etc. Et pour ma part, je souhaite que soit abordée, et ça sera fait, la question des référents, qui pour nous est un réseau tout à fait indispensable de la mise en œuvre de cette politique à l'échelle de l'école ou de l'établissement. Voilà. Et donc ça, nous espérons pouvoir être prêts pour que le ministre la signe peut-être en juillet, peut-être en juillet, non, peut-être en juin, mais peut-être plus vraisemblablement en septembre, si on veut lui donner un peu d'écho. Voilà. Bonjour, c'est en lien avec la question qui vient d'être posée, mais si les référents sont mis en place, ils seront formés? C'est-à-dire, c'est juste que parfois, c'est très étonnant, il y a des postes qui sont créés, mais il n'y a pas du tout de Non, formation. non, c'est le problème. Ils ne sont pas toujours formés, mais ils peuvent l'être parce qu'ils peuvent suivre des formations
à Canopée, il y en a quand même pas mal. Nous-mêmes, sur Eduscol, nous avons quand même beaucoup d'outils de formation que nous partageons. Nous partageons les outils de formation, nous en mettons beaucoup. Et puis, je vais vous dire une chose, dans chaque plan académique de formation, il y a toujours des formations sur la question de l'égalité filles-garçons. Donc, les référents du les référents du second degré sont souvent des personnels du second degré, donc des enseignants. Donc, vous savez que statutairement, un enseignant du second degré n'est pas tenu de se former. Il n'est pas, contrairement à un enseignant du premier degré. Mais non seulement il n'est pas tenu de se former, et il choisit les sujets de formation qui l'intéressent. Donc, nous, tout notre enjeu, c'est pas de former les gens qui sont intéressés à ces sujets-là. Bien sûr, on est très content de les former, mais c'est surtout d'aller chercher ceux qui n'ont aucune idée que ces sujets-là existent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, cette année, nous faisons des plans de formation nationaux. Le plan de formation national, ce qu'on appelle le PNF, le plan national de formation pour le premier degré, il est consacré à la mise en œuvre de l'EVAR, l'éducation à la vie affective et relationnelle. C'est un choix politique fort. Il n'est pas concerné, il ne concerne pas la formation sur telle ou telle discipline, la formation sur tel ou tel geste professionnel. Il est consacré à la mise en œuvre dans les classes de l'EVAR. Voilà, c'est ça le plan de formation national de tous les personnels du premier degré. Donc d'abord de leur cadre, et après, vous savez, dans l'éducation nationale, nous sommes près de 1 million. Il y a 850 000 enseignants, 50 000 écoles, 750 000 classes. Donc, vous voyez, il faut quand même un système qui irrigue. Hein, parce que même nous, avec nos petites mains, même avec l'aide et l'appui de Canopée, même avec l'aide et l'appui d'IH2EF, il y a à peu près entre 25 et 30 000 cadres dans l'éducation nationale. On ne peut pas former tout le monde. Donc, il faut que ce soit un système qui puisse être un système de ruissellement, même si ce mot-là, voilà. Chez nous, nous avons des personnels administratifs, y compris les... Voilà, oui, on ne parle pas que de formation d'enseignants. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont à l'échelle du système. Et on a des secrétaires vie scolaire qui sont souvent les petites mains non reconnues des établissements, mais qui sont souvent les véritables soutiens et appuis des personnels de direction, pour l'avoir vécu moi-même. Donc oui, j'ai rencontré vous savez, vous avez des chefs d'établissement qui sont CPE. Ils n'ont jamais fait de pédagogie. Pour autant, ils sont quand même les pilotes pédagogiques de leur établissement. On est capable d'apprendre à tout âge, vous savez. Et donc, oui, je connais des référents égalité qui sont des secrétaires administratifs qui sont de très grande qualité. Peut-être juste en complément, ça ne répond pas pleinement à votre question sur la formation des référents dans le premier degré, qui n'existent pas encore et qui ont vocation effectivement à être créés. Mais dans le cadre du plan Filles et Maths qui a été effectivement lancé l'année dernière, il y a un grand plan de formation sur les biais de genre, les stéréotypes, etc. dans l'apprentissage des maths, auxquels doivent participer. Alors c'est un plan pluriannuel, donc ça va prendre un peu de temps à se décliner sur l'ensemble du territoire, mais les 370 000 enseignants du premier degré sont censés être formés sur ces biais de genre dans l'apprentissage des sciences et plus particulièrement des maths, tous les enseignants qui sont en poste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Claude pour avoir accepté notre invitation. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette présentation. Vous pouvez encore rester si vous souhaitez justement discuter un peu, avoir encore prolongé ce temps d'échange hors caméra. Et puis, je vous invite aussi à revenir, si vous êtes intéressé, le 2 avril pour la table ronde consacrée à EVAR et EVARS. Ça a été évoqué par Claude. Voilà, il y a des ponts à faire entre les stéréotypes de genre et la mise en place du programme EVAR et EVARS. Donc, Odile et son équipe éducation à la vie affective, relationnelle et le S pour sexuel, bien entendu. EVAR, premier degré, EVARS dans le second degré. Et donc, Odile et son équipe vous accueillent le 2 avril sur cette thématique-là. Merci beaucoup.